C'est avec un grand plaisir que nous vous rejoignons aujourd'hui, en cette journée du 5 novembre 2024. Il est 11 heures et c'est notre nouvelle émission Renaissance. Et nous recevons aujourd'hui notre deuxième invité qui va nous parler de son histoire. Donc pour nous conduire dans ce moment, nous rendons grâce à Dieu et nous appelons l'Esprit pour nous diriger au travers des questions, ouvrir cette discussion et qu'il puisse entraîner des déclics dans vos maisons, dans vos cœurs, qu'à travers ce témoignage, que le Seigneur lui-même frappe à la porte de votre cœur et qu'il vous donne les réponses peut-être qui arriveront au travers du partage de Maman Naomi Gambaka. Alors, Maman Naomi va nous parler de 3 choses. Nous allons aborder avec elle 3 choses, notamment son combat contre la maladie, une tumeur bénigne du cerveau qui a été découverte, diagnostiquée en 2017, et aussi son rapport à la poésie, et aujourd'hui son engagement au travers d'une structure, une équipe de psychologie, de psychologues. Elle va nous parler de tout ça. Nous allons donc lui souhaiter la bienvenue et lui dire bonjour. Bonjour Maman Naomi. Bonjour Francilia. Pourrais-tu te présenter, s'il te plaît, à nos auditeurs? Merci Francilia. Eh bien, je suis Madame Gambaka Mukiama, née Bakalafwa Naomi. J'ai 38 ans, mère mariée et mère d'un garçon. Le garçon, il a quel âge? Est-ce qu'on peut avoir son prénom? Il a 11 ans, il s'appelle Dan Céleste. Alors, Dan Céleste, pourquoi le nom de Dan? Je dirais plutôt que c'est une longue histoire, mais je pourrais la résumer tout de même. Eh bien, lorsque j'ai perdu ma première fille en 2012, ensuite j'ai passé peut-être 6 mois à vouloir concevoir à nouveau et malheureusement, je n'y arrivais pas. Alors, j'ai eu une petite discussion avec mon père. Je vais parler de mon Dieu. Ton Père du ciel. Exactement. Et donc, nous avons passé un accord. Je lui ai promis de faire de mon mieux, de limiter les bêtises, de pécher moins, de lui faire plaisir, et qu'à son tour, il me donne un fils ou une fille, peu importe. Et ça va peut-être te faire rire, mais je lui ai laissé un délai d'1 mois. Et curieusement, en 2 semaines, j'étais enceinte. C'est ce qui explique ce prénom, Dan Céleste. C'était la réponse à tes prières. Exactement. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler d'une maladie qui est assez lourde. D'ailleurs, dont le nom suscite déjà une certaine forme d'inquiétude. Tu nous parles aujourd'hui de la tumeur bénigne du cerveau qui a été diagnostiquée chez toi en 2017. Dans quelles circonstances cette découverte s'est-elle faite? Merci. En fait, en 2016, précisément en novembre 2016, j'ai perdu des jumeaux. Et ensuite, j'ai floré en AVC. J'ai même fait une dépression. Et j'étais suivie par un neurologue qui m'a soumis sous un traitement qui n'était pas vraiment approprié. C'était des anti-épileptiques alors que je venais de faire un AVC. Et forcément, ce produit a provoqué plus de mal que de bien. C'est ce qui m'a provoqué cette tumeur. Parce que juste après, j'ai commencé à avoir des épisodes d'évanouissement. C'était fréquent. J'avais des crises jusqu'à 3-4 fois par semaine. Et donc, un voisin m'a orienté vers une structure chinoise pour un scanner. Et là-bas, ils ont confirmé que j'avais une tumeur au cerveau. Bon, c'est un diagnostic que je n'avais pas vraiment considéré. Je ne voulais pas en fait l'accepter. Et malgré ça, j'ai quand même pris des dispositions. J'ai commencé à prendre des traitements naturels anticancéreux parce que je ne savais pas si c'était une tumeur maligne ou bénigne. Donc, il fallait bien quand même que je prenne des dispositions. Comme on dit, prévenir mieux vaut que guérir. Et donc, de 2017 à 2021, j'ai géré cette information toute seule. Je n'en ai parlé ni à mon mari, ni à ma famille. Alors, tu as effleuré un AVC, tu as été soumis à des antiépileptiques par un médecin qui
d'après ce que tu nous dis, n'a pas bien fait son travail. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui? Parce que à la suite, tu es tombé dans un épisode où tu avais des malaises et autres. Est-ce que vous en avez pu en parler? Malheureusement, c'est des années après que finalement on a découvert que c'était ce traitement-là que j'avais pris en 2017 qui était la cause de ma tumeur. Par Donc un je n'ai autre pas, médecin? par un autre médecin exactement. Et je n'ai pas voulu creuser le passé qui était déjà enterré. Le mal J'ai était fait. préféré avancer. Exactement. Alors, entre l'instant où les Chinois, d'après leur méthode, le scanner qu'ils ont fait, ils ont découvert la tumeur. Entre 2017 et 2021, il s'écoule 4 années Exactement. où tu décides de traiter la chose sans en parler à qui que ce soit. Tu portes le fardeau seul. Pourquoi ce choix? Eh bien, je connais mon mari assez sensible et à chaque fois qu'il y a quelque chose, surtout quand ça concerne ma santé, il s'inquiète beaucoup et il a souvent l'habitude d'appeler mes parents. Et étant donné que je connais ma mère de trop sensible, alors j'ai préféré garder cette information pour moi. Parce que je me disais, le dire à mon mari serait le dire aussi à mes parents, forcément. Et donc, c'est cette raison-là qui a fait que je prenne cette souffrance-là sur moi sans la partager. C'était Alors, pour les protéger. pour les protéger de ce diagnostic qui déjà pour Ouais, toi-même n'était pas forcément facile à vivre, on exactement. s'imagine. Et pendant ces 4 ans, est-ce que tu as recours à des traitements? Oui, des traitements naturels. Devrais-je les citer? Non, par contre, parce que ce qui est naturel, ça reste de l'ordre, voilà, c'est informel. Exactement. On est quand même toujours un peu tiqué d'entendre que des médecins ont fait des erreurs médicales, mais ça reste quand même le premier recours en termes de soins. Et puisque de 2017 à 2021, tu as recours à des traitements traditionnels, mais bon, naturels, mais est-ce que tu as des moments où tu fais un contrôle par rapport à l'évolution de, 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 de la tumeur? Bon, déjà, je tiens à te rappeler que nous sommes en 2024. Donc, entre 2021 et 2024, il s'est passé beaucoup de choses. En 2021, j'ai commencé vraiment à avoir des malaises que je ne pouvais plus cacher. Euh, En tout cas, j'avais tous les malaises qui feraient penser à une femme enceinte. Je vomissais à longueur de journée, j'étais fatiguée, j'avais des évanouissements. Ça, je ne pouvais plus le cacher ni à mon mari ni à ma famille. Et donc, forcément, je suis allée voir un médecin. Un bilan a été fait et ils ont découvert que j'avais une hyperprolactinémie. Et d'après ce médecin, ça pouvait expliquer effectivement la présence d'une tumeur dans l'hypophyse, Une tumeur qui était déjà là qui était déjà là. depuis 2017, que tu as suivi Exactement. naturellement. Mais est-ce que pendant ces 4 ans où tu n'en as parlé à personne, est-ce que en prenant le traitement naturel, est-ce que tu suivais l'évolution? Non. Donc, Déjà que moi-même, je n'étais pas totalement convaincue que que c'était c'était vraiment vraiment une ça. tumeur. Donc, tu es rentré dans une période où tu as préféré ne pas voir parce que c'était trop douloureux à voir pour toi-même et tu voulais préserver tes proches de ça. Exactement. Donc, quand la maladie va rentrer dans sa phase de signe et tout, comment vont le vivre tes proches, ton mari et ta famille que tu as voulu protéger de l'annonce de cette maladie? Bon, déjà pour mon mari, il a fait l'effort de ne pas montrer qu'il était affecté, mais je pouvais le ressentir. Et quand mes parents l'ont appris, ils souffraient plus que je ne souffrais. Et c'est effectivement ce que je voulais leur éviter. Et ça encore, ça m'a affecté. Et du coup, je ne pouvais plus continuer à gérer la maladie de façon naturelle. Il a fallu que je suive un traitement
J'ai été mis sous Dostinex. Je ne vais pas donner des détails à ce sujet pour ne pas faire de la publicité de ce Bien sûr. laboratoire. Et donc, malheureusement, c'est un produit qui m'a fait plus de mal que de bien. Les effets secondaires étaient insupportables. J'ai dû faire un autre AVC. Et ensuite, les AVC se sont enchaînés. Alors, ça c'est un rappel qui est quand même nécessaire. Euh, les spécialités de médicaments, comme celui que tu viens de citer, ou même les molécules euh, ont des effets secondaires qui peuvent ou ne pas agir suivant le patient. C'est vraiment suivant le patient. Tout comme on peut tous, même dans le cadre de la maladie, on peut tous faire une maladie mais ne pas présenter la même intensité de la maladie ou bien ne pas la vivre de la même façon. Et de la même manière aussi, les médicaments, lorsqu'on les reçoit, on ne réagit pas tous de la De même la même façon. façon. Donc ce qui a chez toi, malheureusement, ça a rencontré un terrain ou bien ton profil a fait qu'avec le médicament, ça ne passe pas et ça a creusé d'autres AVC. Donc, Exactement. pour... Déjà que j'avais des antécédents d'AVC. oui, oui, oui. Alors, tu fais une série d'AVC et parce que l'AVC, c'est une complication qui est très alarmante et qui est très aussi, il y a beaucoup d'anxiété autour de ça. La famille, est-ce qu'ils t'en parlent à cœur ouvert? Est-ce qu'ils posent des mots dessus? Est-ce qu'ils essaient d'avoir des discussions avec toi sur ton état de santé ou bien tout le monde souffre de son côté? Tout le monde souffre, pas seulement de son côté, mais je peux voir cette souffrance. En fait, je suis presque devenu un sujet de plainte pour toute la famille. Et même quand il y a des cas de décès où il faut des cotisations, souvent ils veulent m'épargner. Ben voilà, Naomi elle-même, elle a des problèmes de santé, on ne peut pas la déranger. Alors qu'au fond, moi, ça me dérange. J'aimerais qu'on me traite comme tous les membres de la famille, malade ou pas. Et quand tu fais ces AVC, est-ce que tu as des séquelles importantes, notamment au niveau de la mobilité ou bien au niveau de l'addiction comment ça marque ton corps, ces AVC? Pour mon deuxième AVC, j'ai été paralysée pendant un moment. J'ai eu, en tout cas, des problèmes de mémoire. J'en suis arrivée même à oublier le prénom de mon fils unique, tu t'imagines? Dans Céleste, Donc, Céleste, dont le prénom était inspiré. exactement. Et donc, c'est quelque chose qui a continué à m'affecter. Demander à quelqu'un qui est à côté, rappelle-moi son prénom, c'était quelque chose de trop. Et il avait quel âge dans Céleste à ce moment-là? Il devait avoir entre 6 7 ans. Est-ce qu'il conscientisait tout ça? Est-ce qu'il vous voyait souffrir? Est-ce que ça le faisait souffrir? Bon, à cet âge-là, déjà, il avait du mal à s'exprimer. Mm. Parce qu'il a commencé à parler à 4 ans. C'est maintenant qu'il prend la peine de m'en parler, Ah. d'en parler autour de lui, de m'encourager. Et je peux ressentir sa souffrance. Mm. Alors, toi, tu souffres particulièrement du fait que dans la famille, on ne t'intègre plus dans les charges qui devraient revenir à tout le monde, les responsabilités, parce qu'on se dit que tu souffres assez. Est-ce que tu comprends au moins la réaction de ta famille de vouloir t'épargner certainement, toi, tout comme toi-même, tu as voulu aussi leur épargner une certaine souffrance? Bien sûr que je comprends leur attitude. Et ton mari, à ce moment-là, vous en parlez? Quand tu fais des crises d'AVC, tu en sors? Est-ce que vous avez une discussion à cœur ouvert ou il est toujours aussi... Après chaque crise, je le sens plutôt perdu, comme s'il était sur le point de devenir veuf. À chaque crise. Et c'est quelque chose de traumatisant pour lui, malheureusement. C'est très fort ce que tu dis. Tu dis comme s'il était sur le point de devenir veuf. Oui. Tu penses que quelque part en lui, il se préparait à cette éventualité? Plutôt qu'il redoutait cela. Ah.
Et comment vous êtes sorti de cette période, de cette série d'AVC, de complications où c'était vraiment très difficile à vivre? Et une de mes sœurs m'a proposé de voir un psychologue parce que selon elle, j'avais vraiment besoin d'être assistée. J'avais vraiment besoin de supporter ma maladie. Mais avant ça, j'ai renoué avec le monde de l'art parce qu'en fait, dans ma jeunesse, j'ai fait du théâtre et de la poésie. Mais Tu as même été primée. Oui, Oui. oui. Il faudra nous en parler un petit peu. Bon, j'étais en première, si je ne me trompe pas, oui, j'étais en première. Et j'ai fait partie de la troupe de théâtre de mon lycée. Et donc, on devait participer à... on appelait ça comment déjà? FETESCO. Oui, Festival de théâtre scolaire. Je pense que ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. Aujourd'hui. Et donc, j'ai participé à la 6e édition d'abord de FETESCO. Ensuite, j'ai participé à la à la 7e édition. C'est là où j'ai été primée meilleure actrice de la catégorie lycée. Et donc après, j'ai pris vraiment goût au théâtre. Je me suis lancée. J'ai même ensuite créé une troupe de théâtre. J'ai écrit un scénario. J'avais même eu la chance de trouver un producteur. Malheureusement, à mi-chemin, j'ai décidé de tout abandonner pour des raisons personnelles que je n'aimerais pas évoquer, s'il te plaît. Des raisons liées à la maladie ou pas du tout? Non, non, non. D'accord. Pas lié à la maladie. Pas du tout. Et donc, j'arrête avec le monde de l'art. Mais j'avais continué quand même à griffonner quelques petits poèmes chez moi à la maison. Ça m'arrivait même, ça va peut-être te faire rire, d'aider certains de mes amis garçons à écrire des petits mots poèmes, pour impressionner leur bien-aimé. Leur bien-aimé. Et ils te donnaient quel retour? Ça marchait? Bien sûr que ça marchait, mais attends. Bah ça, c'est à féliciter. Bien sûr que ça marchait. Mais après, bon, avec le mariage, la maternité, les complications de santé, j'ai fini par arrêter d'écrire. Mais quand à un moment, je ne pouvais plus supporter ma maladie, j'ai voulu m'accrocher à quelque chose qui m'aiderait. Alors j'ai repensé à la poésie. Et pourquoi c'est la poésie, sous la forme de la poésie, et pas sous la forme du théâtre qui t'est venu? Bon, déjà, le théâtre, c'est un rôle que chacun de nous joue. C'est une forme d'hypocrisie en fait. Et ayant vécu beaucoup d'hypocrisie autour de moi, j'en suis arrivée à détester le théâtre. Pourtant, c'était une de mes passions. Les jeux de rôle, exactement. Alors qu'avec la poésie, le slam, ça c'est réel, c'est quelque chose qui vient de toi, de ton corps, pas un rôle que tu es en train de jouer. Alors je me suis dit, si je ne peux pas renouer avec le théâtre, parce que pour moi, théâtre égale hypocrisie, il y a quelque chose à laquelle je peux m'accrocher, la poésie. Et donc, j'ai eu l'occasion en décembre 2022 de participer à un atelier d'écriture, slam poésie. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai rencontré Princilia. Oui. Toi, je veux dire. Oui. C'est vrai, c'était une très belle rencontre. Et on a gardé ce lien parce qu'il était humain. Exactement. Et vraiment, c'était parti. J'ai repris goût à l'art. J'ai commencé à écrire. Et cela m'a emmené à l'auto-édition de mon premier ouvrage, Cogitant Positif. Et ensuite, mon deuxième ouvrage, j'aimerais mieux qu'on s'attarde plus sur celui-là, Carapace, double face, qui renferme
qui renferme, disons, un nouveau concept qui réunit slam, psychologie. Et c'est grâce à ces deux choses-là que j'arrive à surmonter ma maladie, sans oublier bien sûr l'appui de mon Dieu, parce que je suis croyante. Et voilà tout. Alors, avant de continuer, moi, j'aimerais quand même faire ça, c'est mon petit témoignage personnel sur notre rencontre qui s'est faite en 2022. Oui. Nous étions une vague de 25 à peu près. Et je pense qu'on était 25 inscrits, mais ensuite, On s'est retrouvés. on s'est retrouvés à 18, je crois. Oui. 18 ou, Bon, on était disons une moins vingtaine. d'une vingtaine, ouais. Un peu moins d'une vingtaine. Et dans cette vague que nous étions, on a vécu un très beau moment Ah oui, ça on peut le dire. avec Étienne Russia. Oui. On dit bonjour au passage, on sait jamais. On ne sait jamais. Et c'était vraiment, moi, ce qui m'avait marqué dans cet atelier, c'est que le papier qui tourne. Ah oui. On avait vraiment l'impression que c'était, on partageait les pensées, les ressentis des uns des autres. Et toi, j'étais toujours à côté de toi. Donc, je recevais souvent tes bouts de papier. Et chaque fois que je recevais, je me disais, mais c'est du lourd. Et malheureusement, tes bouts de papier partaient toujours de l'autre côté. Voilà. Et j'en étais désolée d'ailleurs. Mais non, mais c'était une très belle expérience. Ouais. C'est ça qui m'avait d'ailleurs, ça m'avait intriguée de me dire, mais cette femme m'envoie du lourd. Parfois même, tu vois, j'arrivais à te guetter pour me dire, mais pourquoi tu me dis tout ça? C'était pas à moi que tu écrivais. Pourtant, mais j'avais l'impression que c'était... en tout cas, ça m'avait beaucoup touchée. Sur le papier qui tourne m'avait beaucoup touchée. Et quand tu déclamais, vraiment, on était quand même moins d'une vingtaine, disons une vingtaine. Mais il y avait deux personnes, quand vous étiez en train de déclamer, moi, je me sentais vraiment touchée. Je me sentais saisie. Je sentais que tu étais là pour les bonnes raisons. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent parce que c'est le monde de l'art. Ouais. Il y a un peu ce Pour côté... s'amuser. Oui, s'amuser, se tester. Mhm. Mais toi, quand tu prenais la parole, je sentais que tu véhiculais quelque chose qui n'avait rien à voir avec la performance. Je sentais que tu étais là pour autre chose. Et d'ailleurs, quand je lisais ce que tu m'as dit, je me dis, mais c'est du lourd. Et je sentais que ça t'avait vraiment fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, je t'assure. Et voilà pourquoi j'ai gardé ce lien-là, parce que je me suis dit, et d'ailleurs, je te l'avoue, que si cette émission existe, c'est parce que j'ai fait des rencontres comme toi. Merci. Si cette émission existe, parce que je me suis dit, j'ai entendu tellement d'histoires, reçu tellement de choses que si mon Dieu me donne la possibilité de transmettre ces témoignages au grand nombre, je le ferai, parce que vos histoires sont lourdes et elles pèsent. Donc, je te dis merci. Merci à toi. Pour la naissance de l'émission Renaissance. Maman Naomi va nous parler de 3 choses. Nous allons aborder avec elle 3 choses, notamment son combat contre la maladie, une tumeur bénigne du cerveau qui a été découverte, diagnostiquée en 2017, et aussi son rapport à la poésie, et aujourd'hui son engagement au travers d'une structure, une équipe de psychologie, de psychologues. Elle va nous parler de tout ça. Alors, tu nous as dit quelque chose qui a retenu mon attention. C'est que lorsque tu commençais à sortir un petit peu de cette série d'AVC, tu t'es fait proposer par un de tes proches, une de tes sœurs, de rencontrer un psychologue. Exactement. Alors, avant de venir à l'art, comment s'est passée cette rencontre? Parce que chez nous, en Afrique, souvent, le psychologue, on n'y pense pas. Mhm. On se dit, bon, à partir du moment où tu vas voir un psychologue, tu avoues que tu es, entre guillemets, fou. Et qu'est-ce qui, toi, te convainc d'y aller? Bon, déjà, je connaissais la différence entre un psychiatre Et un psychologue, ce que malheureusement beaucoup ne reconnaissent pas. J'étais certaine qu'en discutant avec un psychologue, je pourrais, disons, bénéficier des conseils professionnels pour mieux gérer et supporter ma maladie. Et donc, je n'ai pas hésité quand ma sœur me l'a proposé.
Et c'est elle qui t'a donné une référence ou tu as fait tes propres recherches? Elle m'a accompagnée jusque dans le bureau de psy, Et, certainement pour s'assurer que je devais y aller. et comment s'est passée cette première séance? Est-ce que tu as eu l'impression qu'en sortant de là, qu'il y a eu un travail qui s'est fait sur toi? Oui, je dirais que oui. Parce que déjà, en lien avec ma maladie, j'avais des moments d'absence. Mm. Il y avait des moments où je me réveille, je n'ai envie de rien. Je ne suis ni triste, ni contente, ni en colère, juste mélancolique. Mm. Et donc, le jour que je devais voir ce psy, tombait mal en fait. Parce que ce jour-là, effectivement, j'étais mélancolique. J'étais comme ça, comme un robot, pas de sentiments, rien du tout. Et j'ai même dit à ma soeur, mais ce jour tombe mal. Mhm. Et finalement, quand j'ai commencé à échanger avec elle, parce que c'est une femme, en fait, psychologue, quand j'ai commencé à échanger avec elle, bon, au début, pour moi, c'était comme de la routine avec les autres médecins. Mais après, elle m'a parlé de quelque chose, de la possibilité de suivre une formation en assistance psychologie au sein de son cabinet. Mhm. Et ça a ramené toutes mes émotions à la surface. Parce que c'est déjà quelque chose, sans le savoir ou sans le vouloir, que je pratiquais déjà inconsciemment. Mhm. Avec mon art, Mhm. l'écriture, le slam, la poésie. Quand tu lis mes textes, tu as l'impression que c'est un psychologue qui est en train de te parler en fait. Alors je me suis à ce moment-là découvert, euh, disons, une vocation que j'ignorais. Alors j'ai saisi sur l'occasion. Ce même jour, j'ai fait l'inscription pour cette formation. Et le mois qui a suivi, j'ai commencé la formation. Une formation qui est encore en cours. Alors, ça, c'est assez drôle parce que tu étais partie pour chercher une solution et tu es devenue une solution. Exactement. Alors, comment joue la foi? Parce que nous, l'émission, elle s'appelle Renaissance. On considère qu'il y a aussi un chemin de foi. C'est pas juste des éléments naturels qui se mettent en place, mais il y a aussi un processus de foi. Comment agit la foi dans tout ce processus pour toi? Bon, déjà, je vais essayer d'établir un lien entre ma maladie et la perte de mes jumeaux. Mm. Parce que cette tumeur est nourrie à cause du stress. Plus tu es stressé, plus la tumeur prend du volume. Mm. Et donc, pour moi, hormis le traitement, la solution idéale était déjà de minimiser mes raisons de stress. Mm. Et le fait de repenser tout le temps à la perte de mes jumeaux, c'était quelque chose en fait qui ravivait mon stress. Donc il fallait d'abord arrêter de penser à cette perte-là. Et Mm. je ne pouvais pas y arriver sans l'aide de mon Dieu. Mm. En fait, je crois à la résurrection. J'y crois d'ailleurs fermement. Et le fait d'imaginer que mes enfants sont dans la mémoire de mon Dieu et que au moment de la relève, je les reverrai, c'est quelque chose qui a renforcé ma foi que c'était pas une perte, mais un voyage. Ça, Tu ne vas pas déprimer, tu ne vas pas stresser, tu ne vas pas te morfondre parce que ton fils est allé étudier à l'étranger. Mm. Et donc moi, grâce à ma foi, je considère que mes enfants ne sont pas perdus, mais ils sont en voyage dans la mémoire de mon Dieu et qu'au moment venu, il me les rendrait. Ça, c'est un message qui est très, très profond, qui est très fort, surtout pour nous chrétiens, qui croyons à la résurrection, parce qu'on est chrétien parce qu'on croit à la résurrection. Et donc, c'est aussi un clin d'œil qu'on lance à tous les parents qui ont dû faire un jour l'expérience du deuil d'un enfant, que ce soit en périnatal ou plus tard dans leur vie. Un jour, on les retrouvera. Exactement. Alors, la poésie que tu as préférée au théâtre parce que le théâtre te semblait
plus sincère. Aujourd'hui, tu as après donc l'atelier dans lequel nous nous sommes rencontrés, tu as continué à produire du contenu et un très beau contenu. Est-ce que tu peux nous parler de tes 2 livres? Ben voilà, mon premier livre, Cogitant positif, c'est un livre sur lequel je n'aimerais pas trop insister aujourd'hui parce que c'est un livre qui renferme beaucoup plus ma douleur. Ce sont des textes que j'ai écrits pendant que je souffrais vraiment. C'était pour évacuer ma douleur. Mais après ma prise en charge d'un psychologue, je veux dire, j'en suis arrivée à beaucoup plus positiver, ce qui m'a emmené à mon deuxième ouvrage, Carapace, double face. Mhm. Alors, de quoi tu nous parles dans Carapace, double face? Carapace, double face, déjà quand on voit la carapace, tu as déjà vu une tortue, je suppose. Oui. C'est quelque chose en fait qui protège la tortue de tout danger. Dès qu'il y a un danger qui s'approche, il se réfugie dans sa carapace. Et quand on parle de la double face, ce sont des personnes qui viennent avec un visage alors qu'au fond, ils ne sont pas réellement ce qu'ils nous montrent. Des hypocrites. Et donc le fait d'être entouré de telles personnes pourrait nuire à notre santé, pas seulement mentale, mais aussi physique. Et donc, pour se protéger de ces personnes double face, il faut bien se forger une carapace. Et donc, c'est ce dont je parle dans cet ouvrage. Alors, pour faire un petit clin d'œil à notre invitée de la dernière émission qui s'appelle Chancelina, elle nous a expliqué que sa maladie, une maladie mentale, déclarée mentale, elle a dû être suivie non pas par un psychologue, mais par un psychiatre, par le service de psychiatrie. Et l'objet, en fait, de cette mésaventure, pour elle, c'était justement des personnes de double face. Elle est tombée dans un univers de relations toxiques, abusives, qui l'ont conduite à ce diagnostic-là. Donc, c'est aussi pour nous l'occasion de rappeler que la santé mentale est un sujet plus que d'actualité. C'est le vécu de tout un chacun. Exactement. Sauf qu'il y a des personnes qui n'en ont pas conscience et des émissions comme celle-ci, c'est pour mettre la lumière sur la santé mentale et aussi sur le rôle de la foi qui nous permet de repartir sur des bonnes bases, d'avoir une renaissance, une résurrection dans le Seigneur. Est-ce que toi, personnellement, tu as dû faire face, on sait que oui, est-ce que tu voudrais nous parler de ces relations qui t'ont poussé à produire ce livre? Ah oui. Bon, je ne voudrais surtout pas les nommer ici. On parlera avec des termes génériques. J'ai été beaucoup entourée par des hypocrites, des manipulateurs, en tout cas des diplômés en chantage émotionnel. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir. Bon, déjà que ma tumeur se nourrit du stress. Le fait d'être entouré des personnes dont le comportement te stresse à longueur de journée, c'était vraiment pas facile. Donc, il est très, très important, nous insistons là-dessus, de bien choisir son entourage. Exactement. Dans la mesure où on a le choix. Dans la mesure où on a le choix. Et quand on n'a pas le choix, il faut se forger une carapace pour supporter le comportement de ce genre de personnes. Et même les Écritures saintes nous le disent. Dans la mesure où c'est possible, soyez bien. En paix avec tout le monde. En paix avec tout le monde. Mais quand ce n'est pas possible, forgez-vous une carapace, c'est le message de Maman Naomi. Exactement. Est-ce que tu voudrais nous partager quelques textes que tu as prévus pour nos auditeurs, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Eh bien, je vais commencer avec le monologue destructeur qui est notre destructeur interne. Parce qu'avant de parler de la mauvaise influence du monde extérieur, parlons d'abord de nous-mêmes. Très important. Quelle influence sommes-nous pour nous-mêmes d'abord? Et donc, pour nos chers auditeurs,
Je vais vous lire ce texte sur le monologue destructeur d'un destructeur interne. J'ai fait mes propres choix et mes erreurs m'ont corrigé. J'ai fait mes propres choix et les conséquences m'ont éduqué. Au conseil des aînés, le dos j'ai tourné. Jour et nuit, le prix fort de mes erreurs je paye. Rongé par une culpabilité excessive, à l'arbre de mes remords, je me suis enchaîné. Facture lourde, les frais de mes actes me dépouillent de mes ressources. Plus d'énergie, dans une vie de dépendance, mes regrets me plongent. Assailli par mes ennuis divers, la vie me semble éphémère. Adieu, une chance de plus je demande. Revenir en arrière, effacer mon vil parcours et ma vie au mieux menée. Trop bon j'ai été, à l'autre trop confiance j'ai fait. Déception sur déception j'accumule. Face au mépris de mon entourage, à la vie je perds goût. Leur jugement hâtif, un frein à mon bonheur. Sortir de chez moi devient un calvaire car croiser leur regard noir me terrorise. Parfois envie d'en finir et j'aimerais juste que ça s'arrête. Nul je me sens, ma vie suite d'échecs, plus assez de force de recommencer. Tout le temps des emplois je perds, à l'échec ma vie se résume. Suis-je aussi nul que ça ou un sort je subis? Des échecs en maternité j'ai accumulé. Des pertes se sont enchaînées, ma santé fragilisée par tant de malheurs, mes ressources physiques limitées, la vie me semble invivable. Jour et nuit angoissé, sans raison effrayée, ma tranquillité perturbée, mon bien-être troublé, le bonheur me semble incertain. Mon esprit troublé, ma quiétude envolée, mon sourire froissé, une tristesse incomprise semble tout le temps m'habiter. Ce que j'ai vécu me hante sans cesse. Dès que les yeux je ferme, mon passé douloureux je revis. Mon rythme cardiaque s'accélère et ma pression artérielle élevée. Une paix intérieure je désire, me libérer de mes peurs, un luxe qui me semble hors de portée. Condamné à cette vie, je me contente de survivre. Si telle est ma destinée, à cette réalité je m'incline. Bravo! Chapeau l'artiste. Merci, Francine. Les mots sont percutants. Ils sont nus. Il n'y a pas de voile, c'est pas du théâtre. Alors, est-ce que, avant d'enchaîner sur le deuxième texte, est-ce que tu aimerais nous parler de où tu en es actuellement dans le combat contre ta maladie? Eh bien, je dirais que je l'ai ignoré. Quand on ne peut pas supporter quelque chose, on l'ignore. C'est ce que j'ai fait. Et donc, même si ma tumeur est toujours là, parce que malheureusement, selon les médecins, il n'y avait que 2 solutions, soit c'est l'opération ou un traitement à vie. En tout cas, j'ai opté pour un traitement à vie. Et comment se passe le traitement à vie? Eh bien, vu que c'est une tumeur à prolactine, je prends régulièrement des antiprolactines, des supports d'antiprolactine, qui ont malheureusement aussi des effets secondaires. Et quels sont ces effets secondaires? La fatigue, par moments la perte d'appétit, ou alors c'est tout le contraire, des envies de manger tout le temps, et la prise de poids, quelque chose que je déteste, mais que je suis obligée de supporter. Ça aussi, c'est un petit clin d'œil. Toute prise de poids n'est pas forcément signe d'embonpoint. Parce que chez le Congolais, c'est ça. Exactement. Parfois, il y a une souffrance derrière. Oui, moi, ma prise de poids vient souvent quand je suis un peu stressée. Puisque pour moi, stresser égale laisser la tumeur grossir. Et donc, prise de poids, pour moi, c'est encore une cause de stress. Donc, c'est un paradoxe. Tu stresses, tu grossis, tu stresses. Et c'est un combat que je dois vivre tout le temps. Mais que j'arrive à ignorer. Et la poésie t'y aide. Exactement. Nous allons donc écouter le deuxième texte. À toi le micro. Les destructeurs externes. Ce qui vient de l'extérieur. Je vis dans un monde où l'hypocrisie devient un vrai fléau. Celle du voisin m'écœure, mais d'un proche m'effraie.
D'un cauchemar, je me réveille quand son vrai visage, enfin, je découvre. Tout le temps de ma confiance, ils abusent. Naïf à ses yeux, je parais. Face à tant d'inquiétude, quoi penser? Le mot merci devenu un simple mot vidé de tout son sens. J'ai bien souvent été manipulée, victime de chantage, j'ai souvent été méprisée, rejetée. À tellement d'indifférence, je fais face. Vos discours bourrés de mensonges, à colporter les rumeurs, vos pieds se hâtent. Calomnier des innocents vous semble si minime. Sans mesurer la gravité de vos propos, de pauvres gens vous poussez au suicide. Souvent humilié, faussement jugé, souvent dénigré par vos insultes, mon estime vous froissez. Bande de malhonnêtes, aux yeux du monde vous passez pour des saints. Victime d'injustice, j'ai bien souvent été. Ma vraie valeur bafouée, devant tant de favoritisme, mon cœur saigne. Dès mon jeune âge maltraité, victime de violence j'ai été, violence physique, violence sexuelle, violence verbale, traumatisée. Toutes ces années, tant de terreur me hantent. Vos méfaits responsables de mon mal-être. Marre de souffrir en silence, de l'aide je recherche pour me libérer à jamais de l'emprise du monde extérieur. Bravo. Alors tu as dit quelque chose qui m'a percuté. Je crois que c'est le but de l'artiste aussi. Aller pousser, aider celui qui écoute à faire des déclics. Mais là je suis par contre... est-ce que souvent la poésie c'est se confier, c'est se livrer. As-tu vécu des violences dans ta jeunesse? Oui. Est-ce que avec tout ça, avec cette enfance qui a été douloureuse, avec les pertes des enfants, pas une, mais plusieurs fois, est-ce que tu as qu'est-ce qui... tu nous as parlé de la psychologie, tu nous as parlé de la poésie, mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on te voit comme ça, on n'a pas l'impression que tu portes tout ça? Eh bien, c'est tout d'abord mon état d'esprit positif, parce que c'est quelque chose en tout cas qui aide à supporter ses blessures. Supporter d'abord, mais ensuite les soigner pour ensuite avancer. Et donc, j'ai su utiliser mon état d'esprit positif, d'abord pour supporter ces blessures, mais après, j'ai décidé de me faire aider par un psychologue. Parce qu'en fait, lors d'un de nos entretiens, elle m'a fait savoir que je n'avais pas à souffrir pour la méchanceté de quelqu'un d'autre. C'est vrai, j'ai été victime de certains traitements, mais ce n'est pas à moi d'en souffrir. Sinon, ce serait faire la prison à la place de son agresseur. Tout à fait. Parce que le fait de rester enfermé dans une bulle de tristesse, c'est une façon de s'emprisonner soi-même, alors que la personne qui devait subir ces méfaits, c'est l'agresseur et non moi, la victime. Et donc cet entretien-là m'a aidé en fait à lâcher prise, parce que le fait d'être cramponné sur que ce soit ses erreurs, ce dont on a été victime, c'est une façon de retenir sa prise, alors que c'est une prise qui nous fait souffrir. Alors autant la lâcher. Et c'est à ce moment qu'on parle de lâcher prise. Et une fois qu'on arrive à se pardonner d'abord à soi-même ses erreurs et à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, eh bien, on se libère de toute cette douleur. Et donc, c'est ce qui m'a aidé. Aujourd'hui, je peux te dire que je suis libérée de toute cette souffrance, de toute cette douleur et de tout ce que j'ai connu comme traumatisme. Alors, nous, on rend gloire à Dieu pour ta vie. Tu as un témoignage qui est percutant, qui est profond. Et tu es une survivante. Mais plus qu'une survivante, aujourd'hui, tu vis. Exactement, je vis. Nous allons donc passer à ton 3e texte, où tu vas dire au revoir à un élément. Exactement.
Adieu mon passé. À tant de souvenirs noirs pendant des lustres, je me suis accrochée. Vivre au crochet de mes malheurs devenait si logique. Mes ennuis de santé normalisés et tout le temps songer au bonheur me semblait si réaliste. Une demande si étrange de ma psy me semblait sans importance. Vider ma galerie de photos sombres ne me semblait pas être quelque chose qui m'avancerait dans ma lutte. Mais une sensation très bizarre m'a habité pendant que je les supprimais. C'est comme si j'avais peur de me séparer de quelque chose qui m'est précieux. C'est comme si je rompais des liens forts de toute une vie, comme si je me vidais de l'intérieur, comme si quelqu'un me séparait de force d'une relation de plusieurs années. J'ai même ressenti une bouffée de chaleur dans le dos et une douleur dans le cœur. Je n'aurais jamais imaginé une telle réaction après cette simple action. Je comprends mieux maintenant car en fait, j'ai tellement eu de complications, de malheurs dans ma vie que j'en ai inconsciemment fait une normalité. Je me suis accrochée à mon malheur comme si je n'avais pas droit au bonheur. Aujourd'hui, en supprimant ces photos de terreur, j'ai aussi supprimé avec elles tous mes problèmes, tous mes malheurs, tout mon mal-être et je m'ouvre à l'abondance de la vie comme l'aurait bien dit Agi ma psy. Des chaînes de mon passé, je me libère, autrefois accro au malheur, mais aujourd'hui accro au bonheur. J'exploite toutes les chances que la vie me donne. Je divorce de mon passé lourd et je m'engage dans une relation intime et durable avec mon présent heureux. Vers mon futur, le paradis de mes rêves, je m'envole. Adieu, cher passé sombre. Supporte de me voir en couple avec mon bien-aimé, mon présent. Adieu. Et nous, on te souhaite une joyeuse renaissance. Merci. Le Merci texte, il beaucoup. est très, très fort. Bon, une fois que les divorces ont été consommés avec ton passé, alors maintenant, ta vie, tu la vis au présent et tu es très heureuse et très épanouie. Et non seulement, ça c'est très important de le dire, parce que dans le processus de renaissance, on ne revit pas pour soi seulement, on revit aussi pour les autres. Et toi, tu as 2 canaux d'action, tu agis par la poésie et tu agis par la psychologie. Après avoir écouté ces textes qui sont si forts et profonds, certains de nos auditeurs et auditrices auront besoin de rentrer en contact avec toi pour se procurer ton livre. Où est-ce qu'ils pourront te joindre pour ça? Eh bien, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Ils n'auront qu'à me contacter pour l'avoir. Alors, c'est le plus 242, plus 242 622 66 44. Je réitère, plus 242 06 622 66 44. C'est un numéro qui est très joli, très facile. 06 622 66 44. Et toujours disponible. Toujours disponible aussi Oui. sur WhatsApp. Sur WhatsApp également. D'accord, donc la commande sera facile. Et on espère vraiment que vraiment toutes les personnes à qui ces textes ont fait écho, à qui ces textes ont parlé, à qui ces mots ont entraîné des déclics, de ne pas hésiter de se rapprocher parce que la guérison, elle vient parfois des lieux où on se doute le moins. Exactement. Et alors, nous allons parler de la psychologie parce que tu fais partie d'une initiative qui est très intéressante. On va dire que la psychologie t'a aidé à revenir à la vie. Et aujourd'hui, tu passes le relais de ce que tu as reçu. Tu nous as parlé d'une équipe de secouristes psychologiques. Est-ce que tu peux développer à ce sujet? Eh bien, tout d'abord, à l'occasion de ma formation, j'ai pu être membre d'une équipe que nous venons de lancer, équipe de secouristes psychologiques. Et notre rôle est d'apporter une aide aux personnes dans le besoin. Il y a aujourd'hui tellement de cas de dépression, mais souvent on accuse les sorciers de la famille, alors qu'en réalité, le problème, il est vrai et il peut être géré par des psychologues. C'est leur rôle. Pour les personnes en dépression,
Ça peut être la dépression d'un proche ou toi-même qui es en dépression. Pour les personnes qui traversent un moment de deuil qui leur semble insupportable, pour les personnes qui souffrent d'anxiété chronique, pour les personnes qui ont perdu goût à la vie, pour ceux qui ont l'impression d'être coincés dans un tunnel sombre et qui ne savent plus où ils en sont, eh bien, l'équipe de secouristes psychologiques est là pour ça, pour les aider à retrouver le sourire, la joie de vivre, à surmonter leurs traumatismes, leurs blessures et à espérer une lueur d'espoir. Alors, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec ESP, équipe de secouristes psychologiques? Eh bien, je vais vous passer l'adresse du cabinet de notre médecin psychologue en tête de cette équipe, Racine Coaching. L'adresse est le 101 rue Mayama, immeuble Pauline Coiffure, au premier étage, juste au rond-point Mungali, en diagonale de l'école de peinture de Poto-Poto. 101 rue Mayama, immeuble Pauline Coiffure, voire Racine Coaching. D'accord. Donc au 101 de la rue Mayama, à Mungali, en diagonale de l'école de peinture de Poto-Poto. Oui. Alors, maman Naomi, nous sommes arrivés donc au terme de notre émission et nous retiendrons de ton témoignage que tu es tombée dans un diagnostic de maladie bénigne, de tumeur bénigne du cerveau, qui était secondaire à un état de stress important et à un mauvais traitement. Et tu es tombé dans des mains d'un autre médecin qui a su te donner ce diagnostic. Et puis pendant un certain moment, tu as été dans une sorte de déni. Hein. Tu n'as pas pu porter ce diagnostic pour toi ni le partager à tes proches. Et la maladie ayant évolué, les signes qui se sont manifestés, la réalité vous est tombée dessus, une réalité très difficile qui t'a conduit à une série d'AVC. Oui. Et c'est au sortir de cette série d'AVC, avec cette souffrance que tu portais et que ton entourage également portait, tu as eu des déclics. On t'a proposé d'aller voir un psychologue. Oui. Et d'autre côté, tu t'es réconcilié avec l'art, oui, avec qui tu avais déjà fait un certain bout de chemin. Oui. Donc tu es revenu par la poésie, non pas par le théâtre, parce que les jeux de rôle, ça coinçait un peu. Oui. Donc ta renaissance s'est faite par là, sachant que Dieu a été présent pour toi. Il t'a donné un fort message autour de la perte de tes jumeaux. Tu les retrouveras un jour. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, ta renaissance s'est faite par la psychologie. Tu es en formation pour devenir un psychologue reconnu, formé et reconnu. Et tu nous as déclamé de très beaux textes de poésie. Donc, au terme de cette émission, quel est le message, le dernier, que tu voudrais donner à nos auditeurs, ceux qui sont dans des situations difficiles, qui ont connu une enfance difficile, qui ont un cumul qui fait qu'aujourd'hui, ils ne croient plus en la vie et ils se disent, bon, moi, je vis pour vivre, hein, parce qu'il faut bien se lever un jour, faire ce qu'il faut faire. Quel est le message que tu leur donnes et quelle est toi, qu'est-ce que c'est ta stratégie que tu pourrais leur conseiller au-delà de la foi, les petits trucs que tu leur conseillerais pour ne pas survivre, mais pour vivre véritablement? Eh bien, mon message sera bref. Et c'est d'ailleurs une citation qui figure aussi dans mon deuxième ouvrage, Carapace double face. Les épreuves ne devraient guère nous briser, mais nous forger. Alors, lorsque nous passons par certaines épreuves, c'est une façon pour nous, en fait, c'est une leçon que la vie nous donne pour devenir plus fort. Alors, le fait de considérer les épreuves ou certaines erreurs comme des barrières infranchissables, je pense que c'est un manque de respect pour l'expérience que la vie voudrait que
nous accumulons. Alors, lorsque nous passons par une épreuve, que ce soit un cas de maladie, que ce soit un cas de traumatisme, nous devons nous refaire, nous reconstruire, nous renaître pour, Faire un écho. emprunter le terme de Prince Ilias sur la Renaissance. Nous devons renaître de nos cendres pour pouvoir avancer. Sinon, ça n'aurait servi à rien. Donc, c'est sur ce dernier mot que nous allons nous séparer. Chers auditeurs, donc c'est pour moi aussi l'occasion de faire quelques petits coucous à toutes les personnes qui ont rendu ces rencontres possibles, notamment le festival Montina sur scène qui nous a donné l'occasion de nous retrouver. Et Montina sur scène, pour ceux qui s'intéressent, passe en décembre de cette année. Lorsque nous aurons les dates confirmées, nous passerons le message pour tous les amoureux du théâtre ou de la poésie aussi. Parce que nous, notre expérience, c'était de la poésie. On a fait des restitutions de poésie. Donc, on ira tous voir du côté de l'IFC comment ça va se passer. Et on dit donc, on fait un petit coucou à Étienne Russia qui avait animé cet atelier auquel autour duquel nous nous sommes tous retrouvés et qui avait donné aussi par son atelier cette mise en commun. Vraiment aussi, chez nous aussi personnellement, moi à mon niveau personnellement, ça m'a aussi permis de faire un certain processus de renaissance au travers de la poésie. Donc, coucou à Étienne Russia. Et on dit bonjour à Olivier qui nous suit depuis Tours en France, qui nous aide aussi dans cette émission Renaissance d'où il se trouve, à faire la diffusion à toutes les personnes à qui ce contenu intéresse. Nous disons merci à Exaucé qui nous a soutenus à la technique. Exaucé Kila, c'est bien comme ça que je dois prononcer, je crois. Et on dit merci à Taman Dehous du côté de la régie. Et on vous dit merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour tous les retours que vous nous avez envoyés. Vous nous avez envoyé beaucoup d'amour. Et pour cette émission naissante ou Renaissance, c'est vraiment un très bel accueil que vous nous avez fait dans vos foyers, dans vos familles, dans vos lieux de travail, et nous vous remercions énormément pour ça. Et pour terminer, nous disons merci à Dieu qui a rendu ce moment possible, et à maman Naomi de s'être dévoilée au micro de l'émission Renaissance.